Elle leva la main et l'abattit sur le visage d'une fillette au milieu d'un marché bondé. Le claquement de la gifle résonna contre chaque mur de pierre. Tous les marchands se figèrent. Tous les enfants cessèrent de rire. Et de l'autre côté de la place, caché sous une simple cape grise, un regard sombre observait, la mâchoire serrée, la main crispée en un poing serré le long du corps. Car cette fillette, celle qui se tenait maintenant silencieuse, une marque rouge épanouie sur sa joue, les yeux baissés, ne pleurant pas, jamais, était la sienne. Et personne dans ce marché ne le savait encore. Elle s'appelait Amara, et si vous la croisiez sur la route, vous ne la remarqueriez même pas. C'était volontaire. Elle vivait à la périphérie du village de Kyle, un hameau de maisons en terre, de chemins poussiéreux et d'habitants qui, depuis longtemps, avaient décidé de ce qu'ils pensaient les uns des autres et ne voyaient aucune raison de changer d'avis. La mère d'Amaral était morte quand elle avait 6 ans. Son père, un tisserand autrefois respecté, l'avait suivie 3 ans plus tard, laissant Amara aux soins d'une tante qui détestait chaque repas qu'elle lui donnait et le lui rappelait quotidiennement. À 19 ans, Amara avait appris 3 choses avec une certitude absolue. Premièrement, elle n'était pas belle, du moins pas selon les critères du village. Sa peau était trop foncée, son nez trop large, ses cheveux trop indomptables. Elle l'avait tellement entendu qu'elle avait cessé de le contester. Deuxièmement, elle était invisible. L'invisibilité, avait-elle découvert, était en réalité utile. Cela signifiait qu'elle pouvait se déplacer dans le monde sans être importunée. Elle pouvait écouter, elle pouvait observer, elle pouvait apprendre. 3. Et celle-ci, elle la gardait si profondément enfouie qu'elle-même, parfois, l'oubliait, elle avait été promise à quelqu'un il y a longtemps, avant même qu'elle comprenne le sens des promesses. Son père le lui avait dit la veille de sa mort. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Amara, il y a un contrat scellé à l'ancienne. Le moment venu, ils te trouveront. N'aie pas peur. Elle avait 9 ans. Elle ne comprenait pas alors. Elle n'était pas sûre de comprendre maintenant, mais elle conservait le petit seau incurvé qu'il avait pressé dans sa paume cette nuit-là. Elle le portait sur un cordon sous sa robe, contre sa peau, en permanence. Le village ignorait l'existence du seau. Le village ignorait l'existence du contrat. Le village ne voyait que ce qu'il pouvait voir. Et ce qu'il voyait, c'était une fille ordinaire, aux mains rugueuses et aux vêtements rapiécés, qui vendait des herbes de rivière au marché tous les jeudis et baissait les yeux quand les familles riches passaient, surtout quand Dame Sefa passait. Dame Sefa était tout ce qu'Amara n'était pas, du moins le village le croyait. Elle était la fille du gouverneur régional. Elle portait de la soie de 3 couleurs. Ses cheveux étaient toujours coiffés. Elle avait un rire qui emplissait les pièces et une cruauté qu'elle avait appris à masquer sous des airs d'humour. Depuis plusieurs mois, elle avait aussi décidé qu'Amara était sa cible préférée. Cela avait commencé petit à petit, une remarque par-ci, un piège par-là, renverser les bottes d'herbe d'Amara au marché et la regarder se démener pour rembourser sa dette. Le village trouvait ça drôle, ou faisait semblant de trouver ça drôle. Personne ne voulait être celui ou celle qui défendrait le moins du monde contre la fille du gouverneur. Et Amara, fidèle à tout ce qu'elle avait appris, ne dit rien. Elle garda les yeux baissés, remit en place son petit tas d'herbe et rentra chez elle. Mais ce jeudi, tout changea. La matinée avait pourtant pris en trait une bonne matinée. Amara avait vendu plus que d'habitude. Un marchand ambulant avait acheté tous ses ballots de racines de fièvre séchées et l'avait qualifiée de meilleure qu'il ait vue hors de la capitale. Elle avait souri sincèrement, ce qui était rare, et rangeait son panier vide quand l'ombre s'abattit sur sa boutique. Sefa arriva comme le vent. On sentait le changement d'atmosphère avant même qu'elle apparaisse. Elle était accompagnée de 3 amies aujourd'hui. Elles étaient toujours plus féroces en public. « Oh !» dit Sefa, en observant la boutique vide d'Amara avec une surprise exagérée. « Quelqu'un a-t-il vraiment acheté tes mauvaises herbes aujourd'hui ? C'est adorable. Même la charité a un début, j'imagine. » Rire des amis. Amara prit son panier, sans dire rien. Mais Sefa se pencha et sa voix baissa si bas que seule Amara l'entendit et elle dit quelque chose qui franchit une limite jamais franchie auparavant. Elle prononça le nom de la mère d'Amara et elle en rit. Quelque chose se brisa dans la poitrine d'Amara. Ni rage, ni grasin, quelque chose de plus ancien que les deux et silencieux. Elle leva les yeux, pour la première fois,
peut-être la première fois depuis des années, et regarda droit dans les yeux Sefa. Et Sefa, peu habituée d'être regardée par quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur, sentit quelque chose flirter dans sa poitrine qu'elle n'admettrait jamais être de peur. Alors elle le dissimula de la seule façon qu'elle connaissait. Sa main se leva et s'abattit. Le claquement de la gifle résonna comme un coup de tonnerre. Amara resta parfaitement immobile. Le marché était figé. Une fine ligne de sang au coin de la lèvre. La marque rouge des doigts sur sa joue. Ses yeux toujours ouverts, toujours fixés sur Sefa avec ce non calme insupportable. Pas de tendresse, pas de prière, pas de larmes. Jamais. Depuis le bord du marché, à moitié caché par un auvent vert d'un marchand, un homme vêtu d'un manteau gris fit un pas en avant puis s'arrêta. Pas encore. Ses mains tremblaient. Il s'appelait le prince Kaïl Durand. Oui, le village portait le nom de sa famille. Son arrière-grand-père l'avait fondé comme relais. Son grand-père avait construit la route. Son père régnait un royaume qui s'étendait sur 3 provinces et qui était actuellement déchiré par une crise de succession, car le roi avait 3 fils et un seul trône, et avait refusé, pour des raisons politiques, de désigner un héritier. Kaïl était le 2e fils, le discret, celui que la cour sous-estimait. Il voyageait en secret depuis 6 semaines, non pas en fuyant, en cherchant, car il y a 3 mois, l'archiviste en chef de son père avait mis au jour quelque chose enfoui dans la plus ancienne crypte du palais. Un contrat de mariage rédigé il y a 40 ans, entre le roi d'Oran et un homme nommé Eban, du village de Kaïl, un tisserand d'une habileté hors commune, qui a jadis sauvé la vie du roi sur une route oubliée. Le contrat a été scellé à la cire royale et signé du sang, à l'ancienne, selon la tradition. Il promettait que la fille aînée de la lignée d'Eban serait donnée en mariage au 2e fils du roi. Au début, Kaïl était furieux, promis comme un bout de terre, comme une clause de traité, à une fille qu'il n'avait jamais rencontrée, dans un village dont il avait à peine entendu. Il s'était précipité dans sa chambre et a exigé l'annulation du contrat. Son père l'avait regardé de ses yeux vieux et fatigués et avait dit « Relis le sceau, Kaïl, ce n'est pas à moi de dissoudre ce contrat. Il a été conclu entre 2 hommes qui n'avaient plus rien à s'offrir l'un à l'autre que leur parole. Si tu le romps, tu romps la parole de ce trône, et ce trône ne compte plus grand-chose qui soit intact. » Kaïl avait lu le sceau. Il avait noté la date du lendemain matin. Il s'était dit qu'il viendrait évaluer la situation, retrouver la fille, voir si le contrat pouvait être discrètement résilié, laisser une somme généreuse d'argent et retourner à ses vrais problèmes. Il n'avait pas prévu de rencontrer Amara. Il était arrivé au village de Kaïl il y a 9 jours. Il l'avait observée au marché. Cette jeune fille calme et posée, qui se déplaçait comme si elle cherchait à prendre le moins de place possible, qui connaissait chaque herbe, par son nom latin et son nom commun, et les anciens noms que même les médecins itinérants avaient oubliés, qui glissait des petits bouquets supplémentaires aux vieilles femmes à court d'argent et faisait prétendre ne pas remarquer lorsqu'elles essayaient de la remercier. Il était resté dans les arbres longtemps qu'il ne l'aurait pas dû. Il s'était dit qu'il évaluait encore la situation. Il se mentait à lui-même. Et puis, aujourd'hui, la marque, la gifle, le sang au coin de la lèvre, et ses yeux qui ne clignaient pas, ne suppliaient pas, ne se brisaient pas. Maintenant, il fit un pas en avant. Assez, un seul mot, silence, mais il se déplaça dans le marché comme une pierre tombée dans de l'eau calme, des ondulations dans toutes les directions. Tout le monde se retourna. L'homme avec le manteau gris avait repoussé la capuche, et quelque chose se produisit qu'Amara n'avait jamais vu se produire dans la place du village. Dame Sefa devint pâle, pas rose, pas rouge, pâle, couleur de fleurs, car elle le reconnut. Elle s'était rendue 2 fois dans la capitale régionale pour les réceptions officielles de son père. Elle s'était tenue dans la grande salle. Elle avait vu les portraits royaux. Elle connaissait ce visage. Et... commença-t-elle. Non, sa voix était toujours calme. D'une certaine façon, cela faisait qu'empirer les choses. Ne prononcez pas un titre en public quand vous faites gestes en public. Il traversa la foule écartée jusqu'à se tenir à côté d'Amara. Non pas devant elle, à côté d'elle. Il la regarda, vraiment regarda, comme il l'avait fait de loin depuis 9 jours, sauf que maintenant il n'y avait plus de distance, et quelque chose passa entre eux, que ni l'un ni l'autre ne pouvaient encore exprimer. « Tu es chaud » dit-il. Elle le regarda. Son sourcil se leva légèrement, comme si elle recalculait quelque chose.
Je ne te connais pas, dit-elle. Non, acquiesça-t-il, mais je te connais, et nous avons des choses à discuter, si tu le veux bien. Il fouilla dans son manteau et en sortit un petit objet, un sceau gravé, identique au sceau qu'elle portait contre sa peau. L'air lui tita les poumons. Une note tenue, aiguë et claire. Sa main se porta instinctivement à sa poitrine, au cordon sous sa robe. « Mon père me l'a donné, chuchota-t-elle. Et le mien m'a donné ceci, dit-il. Ils ont fait une promesse il y a longtemps, Amara. J'ai passé des semaines à me demander si je devais la tenir. Il marqua une pause, puis, très doucement, j'ai pris ma décision. Bien sûr, ce n'était pas si simple, rien ne l'est. Les mots se propagent comme ils le font dans les petits espaces, comme le feu dans l'herbe sèche. À la nuit, le village était au courant. Au matin, un cavalier était parti pour la capitale. Et 3 jours plus tard, le frère aîné du prince Kel, le prince d'Avan, arriva. Daran était tout ce que Kel n'était pas, du moins aux yeux de la cour, plus bruyant, plus raffiné, ambitieux politiquement et profondément conscient que si Kel obtenait un mariage contraignant, surtout un mariage scellé par l'ancienne tradition des contrats de sang, cela lui donnerait un appui légal et social qui pourrait faire basculer la succession. Il arriva avec 12 soldats et un document du Conseil royal suggérant que l'ancien contrat était historiquement intéressant mais juridiquement discutable. Il arriva également avec une arme d'un autre genre. Il regarda Amara de l'autre côté du salon du gouverneur où cette rencontre gênante avait été organisée et il sourit de toutes ses dents. « Mon frère a toujours eu un cœur de romantique, dit-il d'un ton suave. Mais sûrement, ma chère, vous comprenez les réalités pratiques. Une fille de village, un contrat contraignant rédigé à cheval il y a 40 ans, cela ne tiendra jamais devant un tribunal. » « Quel tribunal ?» demanda Amara. D'Avan cligna des yeux. « Pardon ? Quel tribunal ?» répéta-t-elle calmement. « Parce que le contrat a été scellé en vertu du droit de dette du vivant et non du droit civil. Ce droit ne relève pas de la juridiction du Conseil royal, il relève du pacte des anciens, antérieur au Conseil de 200 ans et qui ne peut être révisé ni dissous par quiconque. Le roi lui-même y siège. » Silence. « Comment le savez-vous » demanda lentement Davan. « Mon père était tisserand, dit Amara, mais avant cela il était érudit. Il m'a laissé ses livres. J'ai eu de longues années de tranquillité pour les lire. » Du coin de la pièce, Kel l'observait. Et là, c'était de nouveau cette chose pour laquelle il n'avait pas encore de mots, qui se faisait plus forte. Cette nuit-là, il la trouva au bord de la rivière. Elle était assise sur son rocher, les pieds dans l'eau. Mais ce soir-là, elle ne parlait pas au courant. Elle attendait. Il s'assit à côté d'elle. Pas à la distance d'un prince, pas à une distance formelle, juste à côté d'elle. Pendant un moment, aucun des deux ne dit un mot. « Alors, tu n'es pas obligé de faire ça, » elle dit-elle. Le contrat engage ton honneur, pas ton cœur. Ce sont 2 choses différentes. Il réfléchit. Et si elles n'étaient pas différentes ? Il dit, pour une fois, et si je les laissais être la même chose ? Elle le regarda. Tu ne me connais pas. Je t'observe depuis 9 jours. Ce n'est pas la même chose que de me connaître. Non, acquiesça-t-il. Ce n'est pas le cas, mais c'est un début. Et je pense, il s'arrêta, tenta de nouveau. Je pense que tu as passé beaucoup de temps à être invisible aux yeux de ceux qui ne te voyaient pas. Je pense que tu t'es faite toute petite pour survivre, et je pense que tu es l'une des personnes les moins mesquines que j'ai jamais rencontrées. Un mouvement traversa son visage, quelque chose qu'elle tenta rapidement de dissimuler, remarqua-t-il. Le contrat nous donne un cadre, dit-il doucement. Ce que nous construisons à l'intérieur, c'est à nous. Cela pourrait être n'importe quoi ou rien, mais j'aimerais avoir l'occasion de savoir si tu le ferais. Elle resta silencieuse un long moment, puis elle retira le cordon de son cou, tint le sceau dans sa paume entre eux, il lui tendit la sienne aussi, 2 moitiés d'une promesse faite par 2 hommes sur une route oubliée il y a bien longtemps. Elle referma ses doigts sur les 2. « Ne me fais pas regretter cela, » dit-elle. « Je passerai tout le temps qu'il me reste à m'assurer que tu ne le regrettes pas, » dit-il. Dame Sefa fut destituée de sa position sociale 6 semaines plus tard, non pas par décret royal, mais par le retrait discret de tous les habitants du village qui avaient été témoins de sa cruauté et qui étaient restés trop longtemps silencieux. Certains silences, il s'avère, ont une date d'expiration. Le recours juridique du prince d'Avan fut rejeté en 12 minutes par le tribunal du pacte des anciens. Il quitta le village sans dire au revoir à son frère.
Le roi, lorsqu'il entendit toute l'histoire, garda longtemps silence, puis il dit « Votre grand-père l'aurait apprécié », et qu'elle, pour la première fois depuis longtemps, sourit à son père. Quant à Amara, elle ne se rabaissa plus jamais, non pas parce qu'un titre, un palais ou une protection d'un prince, mais parce qu'elle avait enfin compris ce que son père avait essayé de lui dire cette dernière nuit. La promesse n'avait jamais été une transaction, il s'agissait d'un homme qui savait que sa fille était extraordinaire et qui voulait s'assurer que le monde entier finisse par le reconnaître. Elle porta les 2 sciaux à partir de cette nuit-là, l'un pour son père, l'autre pour ce qui allait ensuite. Si vous êtes arrivé au bout de cette histoire, tout d'abord, merci. Vous savez déjà que c'est le genre de contenu dans lequel nous nous investissons pleinement. Si cela résonne en vous, l'idée qu'être ignoré ne signifie pas être indigne, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'écouter aujourd'hui. Laissez un commentaire dessous. À quel personnage de cette histoire vous êtes-vous le plus identifié? Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Abonnez-vous, activez les notifications, car nous publions des histoires comme celle-ci chaque semaine. À bientôt, à la prochaine.